Quelle est sa stratégie là, Olivier Faure, pour bien Moi, comprendre? je dirais que la journée est plutôt bonne pour Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il avait très peu de solutions au soir de la motion de censure contre Michel Barnier, c'est-à-dire qu'il avait le choix entre garder un Premier ministre du socle commun, soit faire un gouvernement technique. Et aujourd'hui, il a à peu près trois solutions, soit faire un gouvernement élargi à ce qu'on appellerait un front républicain plutôt de gauche, en excluant la France insoumise, un pacte de non-censure avec les Républicains, et une troisième solution, c'est de garder un socle commun avec la droite. Donc aujourd'hui, il a plutôt une bonne solution. La question pour Olivier Faure, qui est au cœur de ces trois architectures, parce qu'à peu près dans tous les cas, il est au cœur du jeu dans la mesure où il a un groupe parlementaire qui est le groupe parlementaire le plus puissant après celui de Renaissance, c'est qu'est-ce qu'il veut concrètement? Est-ce qu'il veut redevenir un parti de gouvernement, ou est-ce qu'en fait il se prépare à faire une rupture avec LFI? Soit il veut gouverner avec Macron, soit en fait il veut incarner une gauche, mais la gauche anti-LFI à mi-chemin entre la France insoumise et Emmanuel Macron. C'est à peu près ça les deux grandes solutions qu'il a, en sachant qu'il y a une chose à comprendre, c'est que il a un congrès l'année prochaine et que d'à peu près les tractations qui se jouent en fait au sein du Parti socialiste, c'est que beaucoup de gens, que ce soit des gens qui étaient plutôt pour une alliance avec LFI et des gens qui étaient contre l'alliance avec LFI, étaient en train de se mettre d'accord pour le retirer et pour trouver une solution à l'amiable, pour en fait le faire virer de son poste de premier secrétaire. Et donc il doit garder ça en compte pour se dire, voilà, j'amende ma stratégie que j'avais adoptée en 2022 avec l'alliance avec la France insoumise pour garder mon poste de premier secrétaire et garder le leadership au sein des socialistes. Olivier Faure. Aussi, on a l'impression que Jean-Luc Mélenchon est le patron implicite du NFP en disant c'est lui qui décide de qui peut parler au nom du NFP ou pas. Or, Olivier Faure, en fait, à aucun moment dans ses différentes déclarations, a dit qu'il parlait au Nouveau Front Populaire. Il a dit que lui parlait au nom des socialistes, que les écologistes parlaient au nom des écologistes et que les France insoumises parlaient au nom des insoumis. Donc, moi, je pense que l'enjeu de Mélenchon, c'est d'essayer de faire en sorte de mettre une pression à Olivier Faure en disant très clairement, voilà, si par cas vous faites ça, vous aurez les insoumis face à eux. Mais si on regarde concrètement, quel est le poids électoral et quel est le levier pour bloquer les socialistes, si par cas les socialistes décidaient d'y aller. Admettons qu'on fait une grande coalition, un peu à ce qu'on connaît en Europe. Avec un Premier ministre de gauche, vous voulez avec dire? un Premier ministre de gauche, et que LR décide de faire un pacte de non-censure en disant on laisse faire et puis on essaie de ne pas faire comme Marine Le Pen. Vous ajoutez LR, ça fait 47, le Bloc central, ça fait 170, vous arrivez à 210, vous arrivez avec le socialiste, vous arrivez quasiment à 280. Il faut dire aussi que hier, une partie de l'Élysée a entamé des négociations avec Lyot qui pèse 22 députés. Donc si par cas vous faites tout cet attache-là, vous arrivez à peu près à une majorité absolue, ou en tout cas que le camp d'en face, le bloc de ce que Emmanuel Macron appelle le front anti-républicain, ne peut pas récolter les fameux 289 sièges pour censurer ce fameux Premier ministre. Et donc, je pense qu'Olivier Faure se dit, certes, j'étais dépendant de Jean-Luc Mélenchon hier pour faire élire les 65 députés socialistes, mais aujourd'hui, je peux prendre mon indépendance, redonner au Parti socialiste un rôle primordial dans la composition du gouvernement, et peut-être que là, enfin, il se dit, c'est le temps de tourner le dos aux socialistes par rapport à ce que je vous disais, les élections législatives auxquelles il peut négocier avec Macron, le retrait des candidats de Renaissance et les élections municipales. On a compris que c'est la première, c'est que Emmanuel Macron a dit très clairement hier qu'il ne démissionnerait pas quoi qu'il arrive, donc il restera jusqu'au bout, qui apporte la pression, et juridiquement, personne ne peut le forcer à partir, hormis s'il y a une motion de destitution, mais pour ça, il faut l'accord de LR au Sénat, et je ne pense pas qu'il le fasse. Le deuxième point, c'est que Marine Le Pen a été en avantage parce que le NFP en entier, donc 193 députés, était prêt à voter à la censure quoi qu'il arrive. Et donc ces 143 députés avec ceux de Ciotti faisaient qu'on arrivait à 289. Mais si par cas vous enlevez les socialistes, vous n'arrivez plus au solde de 289. Donc à partir de là, Marine Le Pen n'a plus un poids aussi important qu'auparavant. C'est pour ça que je pense que vraisemblablement, les socialistes et en partie les républicains ne veulent plus faire en sorte d'être dépendants de Marine Le Pen, comme vous l'avez dit, de son calendrier judiciaire, auquel ça peut les précipiter à tout moment vers des élections législatives anticipées, qui ne seraient pas forcément une bonne nouvelle pour eux à ce stade, à l'heure actuelle. Alors que si par cas ils se mettent d'accord, non pas sur un programme de gouvernement, parce qu'aucun ne parle de ça, soit ils parlent de concessions réciproques, soit ils parlent plutôt de pacte de non-censure. L'idée plutôt, c'est de faire en sorte d'avoir un pays qui tienne, un pays qui soit plutôt stable, et avec une forme de gouvernance qui soit à peu près acceptable, pour que le pays ne tombe pas soit sous les coups et les coups de pression de Jean-Luc Mélenchon lorsque vous êtes socialiste, soit lorsque vous êtes de droite, les coups de pression de Marine Le Pen. Comme François Bayrou. Parce qu'être de gauche, c'est quelqu'un qui soit été membre d'un parti de gauche et qui n'a pas rejoint la coalition d'Emmanuel Macron. Bernard Cazeneuve, par exemple. Voilà, plutôt quelqu'un comme ça. Je pense que c'est un peu ça leur définition. C'est un peu la même définition qu'avaient prise Laurent Wauquiez et Retailleau au moment du choix de Michel Barnier. C'est quelqu'un qui est de droite à l'époque, mais qui n'avait pas rejoint à l'époque la coalition d'Emmanuel Macron. Je pense qu'ils cherchent quelqu'un comme ça parce que, pour une simple et bonne raison, c'est que il y a une partie des socialistes en fait qui ont été élus quand même malgré tout contre Emmanuel Macron et contre le gouvernement en place. Donc ils ne peuvent pas dire on est prêt à rejoindre la coalition d'Emmanuel Macron. Et c'est d'ailleurs ça qui montre, c'est la différence entre pas se soumettre, mais en tout cas rejoindre complètement la majorité présidentielle et celle de bâtir une coalition. Quand vous bâtissez une coalition, il faut que chacun fasse des compromis et c'est à ce moment-là que vous répartissez les grandes fonctions pour montrer qu'il y a un équilibre des forces qui doit être globalement représenté. L'autre point, je pense, essentiel pour la question d'Olivier Faure, c'est de dire et d'arriver devant les électeurs socialistes qui quand même ont voté il y a 6 mois contre
Renaissance et contre la majorité présidentielle. Regardez, on ne rejoint pas exactement la position d'Emmanuel Macron, c'est plutôt Emmanuel Macron qui fait un pas vers nous en effectuant non seulement une concession sur le choix du Premier ministre, mais il y aura aussi un sujet, notamment sur le contenu du programme et le contenu des réformes qui vont être mises en place. Est-ce qu'il y aura une suspension éventuellement sur la réforme des retraites en termes d'application ou d'aménagement? Est-ce qu'il y a également Emmanuel Macron à faire des concessions sur la politique fiscale, etc. Donc ça va être ça, les grands enjeux de la négociation pour que Olivier Faure accepte de rejoindre Emmanuel Macron. Après, il y a un autre enjeu qui malgré tout est électoral, avec deux échéances en tête. La première, c'est les élections législatives. Si par cas, actuellement, admettons que Emmanuel Macron pourrait dissoudre, les socialistes partiraient tout seuls, face à Renaissance et face aux Insoumis. Je crois qu'on a fait les calculs, il y a 2 tiers du groupe qui disparaît, c'est-à-dire qui termine à peu près à 20 députés. Par contre, il y a une autre solution pour Olivier Faure. Si par cas, il part avec Macron et qu'ensuite, après, Macron et Attal décident de leur offrir le retrait du candidat Renaissance de manière automatique en vue des prochaines élections législatives, dans ce cas-là, il pourrait sortir avec beaucoup plus de députés. Et il y a un autre enjeu également pour les socialistes, et c'est pour ça que les Verts sont éventuellement prêts à rejoindre également le bateau d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y a les élections municipales. Or, les élections municipales, les Insoumis ont dit très clairement, on est prêt à mettre des candidats contre vous à Paris, à Lyon, à Montpellier, etc. Or, les socialistes aujourd'hui ne tiennent que sur une chose, c'est les grandes mairies. Si par cas ils perdent les grandes mairies, vous perdez une grande partie du capital des militants socialistes et une partie des grands effectifs. Or, le choix pour les socialistes est simple. Soit ils arrivent à mettre en retrait les Insoumis, mais actuellement les Insoumis ont une volonté d'hégémonie à gauche, soit ils trouvent un autre allié, un nouvel électorat qui serait plutôt du côté de Renaissance. Et c'est pour ça qu'en fait, une partie des Verts et une partie des socialistes se disent il faut négocier avec Macron, comme ça il retirera le candidat Renaissance face à nous, et ça permettra de conserver Lille, Nantes, Montpellier, etc. En tout cas, après, il y a un autre enjeu qui malgré tout est électoral, avec deux échéances en tête. La première, c'est les élections législatives. Si par cas, actuellement, admettons que Emmanuel Macron pourrait dissoudre, les socialistes partiraient tout seuls, face à Renaissance et face aux Insoumis. Je crois qu'on a fait les calculs, il y a 2 tiers du groupe qui disparaît, c'est-à-dire qui termine à peu près à 20 députés. Par contre, il y a une autre solution pour Olivier Faure. Si par cas, il part avec Macron et qu'ensuite, après, Macron et Attal décident de leur offrir le retrait du candidat Renaissance de manière automatique en vue des prochaines élections législatives, dans ce cas-là, il pourrait sortir avec beaucoup plus de députés. Et il y a un autre enjeu également pour les socialistes, et c'est pour ça que les Verts sont éventuellement prêts à rejoindre également le bateau d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y a les élections municipales. Or, les élections municipales, les Insoumis ont dit très clairement, on est prêt à mettre des candidats contre vous à Paris, à Lyon, à Montpellier, etc. Or, les socialistes aujourd'hui ne tiennent que sur une chose, c'est les grandes mairies. Si par cas ils perdent les grandes mairies, vous perdez une grande partie du capital des militants socialistes et une partie des grands effectifs. Or, le choix pour les socialistes est simple. Soit ils arrivent à mettre en retrait les Insoumis, mais actuellement les Insoumis ont une volonté d'hégémonie à gauche, soit ils trouvent un autre allié, un nouvel électorat qui serait plutôt du côté de Renaissance. Et c'est pour ça qu'en fait, une partie des Verts et une partie des socialistes se disent il faut négocier avec Macron, comme ça il retirera le candidat Renaissance face à nous, et ça permettra de conserver Lille, Nantes, Montpellier, etc. En tout cas, Pas rejoint la coalition d'Emmanuel Bernard Macron. Cazeneuve, par exemple. Voilà, plutôt quelqu'un comme ça. Je pense que c'est un peu ça leur définition. C'est un peu la même définition qu'avaient prise Laurent Wauquiez et Retailleau au moment du choix de Michel Barnier. C'est quelqu'un qui est de droite à l'époque, mais qui n'avait pas rejoint à l'époque la coalition d'Emmanuel Macron. Je pense qu'ils cherchent quelqu'un comme ça parce que, pour une simple et bonne raison, c'est que il y a une partie des socialistes en fait qui ont été élus quand même malgré tout contre Emmanuel Macron et contre le gouvernement en place. Donc ils ne peuvent pas dire on est prêt à rejoindre la coalition d'Emmanuel Macron. Et c'est d'ailleurs ça qui montre, c'est la différence entre pas se soumettre, mais en tout cas rejoindre complètement la majorité présidentielle et celle de bâtir une coalition. Quand vous bâtissez une coalition, il faut que chacun fasse des compromis et c'est à ce moment-là que vous répartissez les grandes fonctions pour montrer qu'il y a un équilibre des forces qui doit être globalement représenté. L'autre point, je pense, essentiel pour la question d'Olivier Faure, c'est de dire et d'arriver devant les électeurs socialistes qui quand même ont voté il y a 6 mois contre Renaissance et contre la majorité présidentielle. Regardez, on ne rejoint pas exactement la position d'Emmanuel Macron, c'est plutôt Emmanuel Macron qui fait un pas vers nous en effectuant non seulement une concession sur le choix du Premier ministre, mais il y aura aussi un sujet, notamment sur le contenu du programme et le contenu des réformes qui vont être mises en place. Est-ce qu'il y aura une suspension éventuellement sur la réforme des retraites en termes d'application ou d'aménagement? Est-ce qu'il y a également Emmanuel Macron à faire des concessions sur la politique fiscale, etc. Donc ça va être ça, les grands enjeux de la négociation pour que Olivier Faure accepte de rejoindre Emmanuel Macron. Après,